Attardons-nous cette fois sur un composant de plus en plus présent dans les dispositifs électroniques actuels, l'accéléromètre, dont le principe n'est techniquement pas très compliqué et qui est d'ailleurs exploité depuis longtemps, mais dont la miniaturisation est particulièrement intéressante à étudier. Il y a quelques années, la fonction de l'accéléromètre a pu être miniaturisée et adaptée dans une puce de silicium afin d'être exploitée dans des dispositifs électroniques légers, compacts et mobiles. Alors par définition, un accéléromètre mesure une force d'accélération selon une ou plusieurs directions, ce qui a permis de mettre en œuvre un certain nombre d'applications. Et en l'occurrence, on les trouve dans les appareils mobiles comme les téléphones portables ou les tablettes. On en trouve aussi dans les manettes de jeu ou même les drones pour déterminer leur inclinaison. Aussi dans certains capteurs de mouvement pour calculer la sensibilité aux vibrations, et bien entendu dans votre voiture pour déclencher les airbags suite à un choc violent. Et il y a même par exemple des fabricants d'ordinateurs portables, en l'occurrence Apple, qui ont même incorporé des accéléromètres dans leurs produits afin de détecter une chute soudaine de la machine et d'éteindre les disques durs magnétiques pendant cette chute pour éviter aux têtes écriture-lecture de venir s'écraser contre les plateaux en rotation. Et donc c'est une façon assez ingénieuse de mettre un certain niveau de protection sur les disques durs magnétiques. Donc dans cet épisode, on va s'intéresser à deux accéléromètres capacitifs qui viennent de deux produits différents, en l'occurrence une manette DualShock 3 Sony et une tablette Archos Android. On commencera par voir les propriétés physiques de l'accéléromètre et on finira en analysant la surface de leur circuit intégré au microscope. Un accéléromètre est donc un système électromagnétique capable de mesurer les forces d'accélération qui peuvent être soit statiques, comme la force d'attraction de la pesanteur, soit dynamiques lorsque l'accéléromètre est en mouvement ou vibre. Cette accélération est toujours évaluée de manière indirecte, soit en mesurant le déplacement de la masse sismique du capteur, soit en mesurant la force inertielle induite par l'accélération de cette masse sismique. Techniquement, il existe 6 types d'accéléromètres dont le principe de fonctionnement diffère, mais les 3 plus courants sont les accéléromètres piézoélectriques, piézorésistifs et capacitifs. Et comme tout système, ils ont bien entendu leurs avantages et leurs inconvénients, et certains sont plus adaptés que d'autres en fonction de l'application. Et justement, pour un accéléromètre, les grandes familles d'applications sont la mesure de choc, de vibration ou de mouvement. Le principe physique d'un accéléromètre piézoélectrique est de mesurer la force inertielle induite par la masse inertielle sur un cristal. Ici, l'accélération est convertie en tension. Il est assez adapté à une mesure de choc moyen et de vibration et dispose d'une grande bande passante de 0,2 Hz à 30 kHz. Par contre, il ne laisse pas passer le continu. Le principe d'un accéléromètre piézorésistif est de mesurer le déplacement de la masse inertielle à l'aide de jauges de déformation. Ici, l'accélération fait varier sa valeur de résistance. Il laisse passer le continu, dispose d'une grande bande passante de plusieurs dizaines de kHz, idéal pour la mesure de choc longue durée. Par contre, il est fragile et sa sensibilité est assez faible. Enfin, avec un accéléromètre capacitif, on mesure le déplacement de la masse inertielle en mesurant la variation de capacité qu'elle induit entre deux électrodes. Ce système est idéal pour les mesures de déplacement ou de vibration basse fréquence. Par contre, sa bande passante est assez limitée puisqu'il oscille rarement à plus de 2000 Hz. C'est un dispositif fiable, robuste, avec peu de dérives en température et c'est précisément celui-ci qui nous intéresse. Mais avant d'en décortiquer un et même deux, je vais vous expliquer concrètement ce que ça sous-entend. Tout repose sur le concept de MEMS qui est l'acronyme anglais de Micro Electro Mechanical System et qui représente des systèmes électromécaniques sophistiqués tellement miniaturisés qu'ils tiennent sur une surface de silicium de quelques millimètres carrés. Et pour les concevoir, les ingénieurs utilisent globalement les mêmes techniques complexes que celles employées pour fabriquer des circuits intégrés, mais à la place, ils produisent des microscopiques structures mécaniques qui vont interagir avec ces circuits intégrés qui les entourent. Toutes ces images montrent des MEMS vus au microscope électronique, et ceci est une vue en perspective d'un exemple de capteur d'accéléromètre capacitif. Pour mesurer le déplacement de la masse inertielle, il agit comme un condensateur grâce aux éléments en forme de peigne en haut et en bas dont la variation de capacité sera produite entre les électrodes de la partie statique et de la partie en mouvement.
Et plus il y a d'électrodes dans les peignes, plus il y aura de capacité mesurée, ce qui donnera plus de précision dans la détection des changements d'accélération. Concrètement, voilà ce que donnent ces MEMS en action. Inutile de préciser que le diamètre des éléments les plus fins est très largement inférieur à celui d'un cheveu humain. Et on en arrive donc à notre premier accéléromètre, celui qui se trouve sur la manette de jeu du Shock 3 pour console PS3. C'est un Kionix KXS C4 2050 dont la dernière révision date de décembre 2009. Il est capable de gérer l'accélération sur les 3 axes et supporte jusqu'à plus ou moins 2G, soit 19,6 mètres par seconde par seconde. Son schéma de principe est relativement simple et il est précisé dans son datasheet que les 3 capteurs sur X, Y et Z sont hermétiquement scellés dans une pièce de silicium indépendante du circuit intégré de l'ASIC qui se trouve sur une seconde pièce juxtaposée. En application, la tension d'entrée de 3,3 volts est envoyée à la broche 4 qui doit être découplée vers la masse avec un condensateur céramique de 0,1 microfarad. Et les broches 8, 9 et 10 donnent les tensions de sortie en fonction de l'inclinaison sur chaque axe, comme c'est représenté dans ce type de tableau. Et comme il s'agit bien sûr d'un composant de surface, je me sers de ma station à air chaud pour le dessouder. Le second accéléromètre à analyser est issu de cette carte mère qui provient d'une tablette Android Arcos 101. Et le composant en question est celui-ci. De marque Freescale, c'est un MMA 7660 qui est comme le précédent triaxial, basse consommation et qui peut gérer une accélération de plus ou moins 1,5 G. Le schéma de principe issu de son datasheet nous montre une architecture plus détaillée par rapport au modèle Kionix. Le principe de base reste bien évidemment le même, mais il dispose de fonctionnalités câblées supplémentaires comme par exemple la détection gestuelle, le réglage du niveau d'échantillonnage par seconde, et surtout c'est à travers un bus de données I2C qu'il communique, notamment à partir de la ligne bidirectionnelle SDA à la broche 7 et la ligne d'horloge de synchro bidirectionnelle SCL à la broche 6. La tension d'entrée de 3,3 volts est présente à la broche 3 qu'il faut aussi découpler vers la masse avec 2 condensateurs parallèles, un de 10 microfarad et un autre de 0,1 microfarad. Il me reste plus qu'à le dessouder avant de pouvoir commencer l'extraction du circuit intégré de ces 2 accéléromètres. Et comme à mon habitude pour ce genre de manip, je vais utiliser de l'acide sulfurique concentré qui sera chauffé jusqu'à une température soutenue de 140 degrés Celsius environ. Pour l'instant, nous sommes toujours à température ambiante. Mais à partir de 110 degrés, l'acide entre en action et contraint l'époxy du boîtier à se dissoudre. Et bien entendu, vous vous doutez qu'il faut disposer d'une protection irréprochable pour faire tout ça. Au bout d'une première passe, on voit déjà apparaître le silicium, mais il en faudra au moins une seconde pour compléter l'opération. Vous pouvez constater qu'il y a plus de 80 degrés d'écart entre la température de la plaque et celle de l'acide. Et dans cette opération, une des difficultés est d'arriver à maintenir sa température entre 130 et 140 degrés sans faire de pic important. Après chaque phase, il est important de tremper les puces dans un petit bain d'acétone tout de suite après les avoir retirées de l'acide. Et pour finir, un bain aux ultrasons à 30 kHz dans de l'eau déminéralisée permettra de retirer le maximum d'impuretés de leur surface. Et cette trace de polyépoxyde en témoigne. Passons maintenant à une première observation globale de ce que l'on a obtenu et on commence par le circuit Kionix. On a là le socle sur lequel se trouvent 2 pièces de silicium. Ici le circuit intégré contenant l'ASIC qui est toujours rattaché au MEMS par des fils d'or malgré les manipulations. Je vous rappelle qu'il était précisé par le fabricant que le MEMS était hermétiquement scellé dans un boîtier. Eh bien vous l'avez sous les yeux et on tâchera d'avoir plus de détails au microscope dans quelques secondes. Observons maintenant ce que l'on a obtenu du second accéléromètre. Il y a donc aussi 2 éléments de silicium qui étaient bien entendu connectés entre eux. Il reste d'ailleurs quelques fils encore attachés à chaque partie. Vous avez à l'image le capteur qui, comme le précédent, est contenu dans ce boîtier hermétique. Et à ses côtés, le circuit intégré spécifique, l'ASIC, qui sera chargé de traiter les données capacitives du capteur pour les convertir en données numériques. Et maintenant, c'est l'heure de passer au microscope de surface.
Je ne sais pas à quoi correspondent ces inscriptions, mais c'est ce qu'il y a sur la surface du boîtier du MEMS Kionix. Malheureusement, étant donné qu'il est scellé, on ne pourra pas voir l'intérieur qui abrite la structure électromécanique même. Par contre, c'est par cette connectique qu'il est rattaché à l'ASIC et que les valeurs de capacité transitent. La pièce est cette fois vue de côté, ce qui permet d'apercevoir la jonction entre les deux plaques de silicium soudées l'une à l'autre. La structure est gravée dans la plus épaisse à droite, celle de gauche fait office de couvercle. Et il fallait s'en douter, on ne pourra rien voir de plus concernant ce capteur. Son circuit intégré par contre va pouvoir nous révéler quelques détails sur l'architecture utilisée. Et pour info, il ne mesure que 1,5 mm de long sur 1 mm de large. Les trois plots à gauche sont en fait reliés aux broches 8, 9 et 10 du boîtier qui donnent les tensions pour chaque axe. Et on distingue à partir du centre les blocs de filtres pour X, Y et Z. Et voilà ce que donnent ces filtres de plus près. La finesse de gravure n'est pas des plus élevées sur ce circuit, mais elle est raisonnable pour ce type d'application. Et on survole là ce qui s'apparente au bloc logique. Un zoom en x600 va me permettre de vous montrer les différents niveaux de couches superposées en jouant sur la profondeur de champ du microscope. Elles apparaissent tour à tour, nettes et floues selon la distance qui les sépare de l'objectif. Il y a pas mal d'éléments analogiques aussi, ce qui est évident puisqu'il s'agit d'un accéléromètre capacitif. On enchaîne avec le second accéléromètre et comme pour le premier, son boîtier abritant la structure électromagnétique MEMS ne révèle rien de particulier. On peut juste y lire l'identifiant à côté du cycle de Freescale et une date de conception 2008. Sur 2,5 mm² de surface, son architecture est organisée différemment, avec les modules analogiques au centre et ce gros bloc logique à droite, celui-là qui n'est constitué que de transistors. Le reste est un complexe dosage d'électronique linéaire et numérique. Alors il est fort probable que ce bloc soit le générateur d'horloge qui synthétise le signal pour l'oscillateur interne. Et ceci s'apparente au bus de données synchrone bidirectionnel câblé sur le bloc logique. On survole maintenant un important dispositif linéaire, pas mal de composants passifs et également des transistors, c'est sans doute l'amplificateur opérationnel. Et il ne m'étonnerait pas que ceci soit le convertisseur de capacité en tension qui précède l'ampli-op. Et vous avez certainement sous vos yeux le module de conversion analogique digitale qui est étroitement lié au bloc logique. Et on termine cet épisode sur des fils d'or. Alors sachez néanmoins que tous les accéléromètres n'ont pas leur système microélectromagnétique dans un compartiment à part, mais bien sur la même surface de silicium que son circuit intégré. Donc on aura sans doute plus de chance avec un troisième constructeur.